En premier lieu, la notion, parmi ces notions voisines, la collection, donc, dont il a beaucoup été question en janvier, plus systématique que la collecte et portant sur des types spécifiques d'objets ou d'images, fonctionnant au contraire de l'iconothèque par série. Autre notion, le répertoire, une notion issue du monde de la performance, de la danse, du théâtre, qui le considère comme un script réapproprié à chaque nouvelle mise en scène, mais qui est aussi un terme dont les nouveaux médias se sont emparés et qui nous paraissait peut-être trop lié à la sphère numérique pour ce qui nous occupait. On l'utilisera d'ailleurs plus abondamment en avril pour la période contemporaine. Et ici, vous avez un exemple d'une iconothèque très contemporaine, l'interface d'ordinateur de Hélène Gaudy, qui travaille beaucoup à partir de photographies. Dimension numérique qu'on retrouve dans une notion comme la banque d'images, une notion qui a en commun avec celle d'iconothèque de renvoyer à une professionnalisation de la collecte d'images. Le terme iconothèque peut aussi entrer en concurrence avec une série de termes qui ne sont pas du tout, eux, professionnels, le stock, l'ensemble, voire le tas, qui évoquent le désordre et le hasard, là où l'iconothèque dit le classement et l'ordre, s'opposant ainsi au glanage qui désigne l'action de la collecte. Le contraste avec ces termes nous fait penser que l'iconothèque est peut-être un terme trop sérieux pour rendre compte des usages souvent peu sérieux qu'on a rencontrés, et je pense qu'on en discutera sûrement pendant ces 2 jours. Mais c'est le terme le plus englobant, le plus concret qu'on ait eu envie d'utiliser pour couvrir une période aussi longue. Enfin, bien sûr, la notion d'iconothèque rencontre celle d'archives, plus vaste, plus vague aussi, et il sera beaucoup question d'archives pendant ces 2 jours. Avec ce qu'on a pu appeler l'archival term, cette question du rapport à l'archive est en plein essor, notamment dans les domaines de la littérature et de l'art contemporain. Certains d'entre vous sont des spécialistes de cette question. Et nous nous appuierons donc sur des travaux récents concernant l'esthétique documentaire en littérature, ceux de Marie-Jeanne Zenetti, de Claude Thérèse ou de Muriel Pi, qui s'y présentent parmi tant d'autres. Et en dehors du champ littéraire, par des théoriciens comme Abigail de Koenig, qui considèrent que l'archive n'est pas un ensemble de données, mais une dynamique. C'est là, en fait, le premier socle de ces journées qui ont choisi comme fil rouge le lien entre iconothèque et archive. L'étude de tels ensembles d'images, tout comme l'étude des murs d'images, qui est un autre dispositif auquel nous nous attelons collectivement, touche à un domaine où les travaux des historiens de l'art sont essentiels. C'est là notre deuxième socle, la recherche des historiens de la photographie, notamment sur les images trouvées, banales, collectées, dont les travaux de Michel Poivert, Clément Chéroux, mais aussi Jean-Pierre Criqui, qui a dirigé un numéro des Carnets du Bal traitant des images déjà là. Malgré l'utilisation large qui a été faite du terme d'iconothèque, notamment par Philippe Hamon dans Imagerie, comme le citaient nos prédécesseurs pendant la journée de janvier, il est essentiel de distinguer et singulariser le terme d'iconothèque par rapport à des notions plus larges comme le biotope, l'univers visuel ou encore l'environnement visuel. Ce sont des notions donc, qui ont été utilisées par François-René Martin et Jessica Desclos en janvier et qui renvoient plutôt à ce que Ségolène Lemaine proposait d'appeler l'hyper-iconothèque ou l'iconosphère, c'est-à-dire la culture visuelle partagée. Cette articulation entre le particulier, l'iconothèque, et le collectif, l'iconosphère, sera l'un des enjeux de ce colloque. Comment une image qui circule devient-elle à moi? Comment les images deviennent-elles mes photos, pour reprendre la dichotomie barthésienne? La question de l'appropriabilité, pour emprunter cette fois à André Günther, nous semble au cœur de la notion d'iconothèque. L'iconothèque aussi entre l'intime et le public, voire l'institutionnel, entre le document et le monument. Certes, comme le disait Jessica Desclos, on ne va pas à l'iconothèque comme on va au musée ou à la bibliothèque. Mais des ensembles d'images constitués pour un usage privé ont pu être pensés comme monuments ou bien devenir a posteriori monuments lorsqu'ils entrent, par exemple, au musée. Face à ces termes que nous avons brièvement passés en revue, qui désignent des dispositifs proches, ce qui fait la spécificité de la notion d'iconothèque, nous semble-t-il, c'est son lien au singulier et son ancrage dans un lieu. Nous adoptons volontiers la définition qu'en donne le Trésor de la langue française, déjà citée en janvier, qui définit donc l'iconothèque comme un emplacement réservé au stockage de documents images répertoriés et classés en vue de leur utilisation. Définition illustrée ici par un des bureaux de Michel Butor, avec une photographie d'Adèle Godefroy, et un ensemble de photographies utilisées pour l'écriture par Cécile Fortier. Cette définition nous amène toutefois à poser une question cruciale, celle de l'utilisation. Le terme d'iconothèque, tel que l'explicite le TLF, recèle en lui une potentialité des images, rassemblées pour servir, du côté répertoire plus que de l'archive, donc,
Mais qu'est-ce qu'une utilisation d'images pour un écrivain? On entre alors dans la dimension génétique du sujet. Enjeu particulièrement complexe pour ce genre d'objet, Pierre-Marc de Biasy l'a bien rappelé en janvier, le statut génétique des matériaux visuels est souvent difficilement élucidable, d'autant que la référence peut en être exhibée, mais aussi dissimulée au contraire. Les différents usages des images par un écrivain se situent en fait sur un spectre d'action, de l'amassement au détournement, en passant par la mise sur pied d'ensembles iconographiques constitués en vue d'une imprégnation par le classement ou le feuilletement, par exemple. Cette variété se décline également sur une échelle temporelle. Les images sont utilisées immédiatement ou bien conservées pour un usage ultérieur. Cette question de l'utilisation fait en outre apparaître une porosité entre les pratiques plastiques et littéraires des écrivains, qui, dans le cas des auteurs du XXe siècle, mêlent très souvent les deux. Jessica Desclos et François-René Martin y insistaient en janvier. Les utilisations de l'iconothèque évoquent les usages de la bibliothèque par les écrivains. La question est soulevée bien sûr par les nombreux travaux autour des bibliothèques d'écrivains menés entre autres par l'ITEM. Et c'est là notre troisième socle, le troisième socle de notre réflexion. Ces trois domaines de recherche donc qu'on voudrait faire converger dans nos propres travaux sur les iconothèques d'écrivains. Alors à ces questions théoriques au cœur de nos préoccupations s'ajoutent d'autres enjeux propres au concept d'iconothèque. En premier lieu, les complexités liées aux recherches sur un objet aussi élusif. Il a beaucoup été question en janvier des difficultés que posaient certains fonds iconographiques par leur taille. Jessica Desclos nous donnait l'exemple des documents iconographiques de Montesquieu de la BNF, qui contient 32 volumes de documents iconographiques de ce type parmi les 369 volumes classés par son secrétaire. Agnès Sandras parlait quant à elle de son désarroi initial devant la découverte de 5 cartons du fonds CA du musée Carnavalet, donc l'iconothèque Zola. Et on se souvient de l'ampleur des iconothèques des peintres comme Ingres, évoqué par François-René Martin, Gustave Moreau par Lily Fauriac ou encore Paul Chenavard, dont a parlé Sarah Hassine. Un autre problème est la variété de localisation de ces iconothèques d'écrivains dans des fonds privés, alors qu'ils sont parfois rassemblés en un lieu, comme le fonds Beuclair, géré par le fils du romancier André Beuclair, dont vous voyez ici un exemple de dictionnaire découpé retrouvé dans un tiroir, mais aussi dans des fonds parfois dispersés, comme le fonds Breton, qui a été rassemblé par la magie du web sur le site andrebreton.fr. Et vous voyez ici une page d'album de l'écrivain consacrée à Suzanne Musard. Mais ces fonds sont aussi souvent situés dans des lieux institutionnels, des bibliothèques, des musées, des archives, et parfois aussi réinventés par des passionnés, comme l'iconothèque de Pérec qu'a compilé Alain Corcos. On voudrait ajouter à cela aujourd'hui d'autres difficultés qui tiennent au lieu de stockage, souvent banal, dont les allures ordinaires constituent un des grands obstacles à leur exploration. Comment, en effet, conserver une boîte à chapeau ou un tiroir rempli d'images de toutes sortes? Face à de tels objets se pose la question de la valeur, interrogeant la limite entre la préservation d'un document et celle d'un objet fétiche qui a appartenu à l'écrivain et qui n'a parfois de valeur que pour lui. C'est le propre ici des images pauvres, comme on peut les appeler. Les archives d'écrivains sont souvent confrontées à ce type de défi, classant dans de nombreux cas les iconothèques d'écrivains sous des dénominations telles que documents divers ou encore documents iconographiques, etc. En témoigne notamment l'exemple de Marcel Marienne, dont le fonds est conservé aux archives et musées de la littérature à la Bibliothèque royale de Bruxelles. Réunis sous le label Documentation rassemblée par Marienne sur divers sujets, les images de nature variable ayant appartenu à l'écrivain et plasticien intègrent des dossiers aux cartes postales, pages de magazines, photographies, cahiers de travail, publications pornographiques ou chutes de découpage se côtoient, échappant à tout type de classement systématique et cohabitant dans le même classeur avec des articles de presse ou encore des brouillons d'œuvres. Face à des ensembles aussi hétéroclites, il incombe alors aux chercheurs de tâcher de retracer les usages des images qui s'y trouvent et de déterminer leur singularité face à d'autres documents de nature diverse qui sont stockés au sein des mêmes dossiers, comme par élimination parmi des objets inclassables. À l'opposé de ce genre d'exemple se trouvent les documents iconographiques de Christian Prigent, qui, lui, a pris le soin de joindre les dossiers génétiques de chacune de ses œuvres lors de sa donation à l'INEC. Alors, ces deux exemples mettent en lumière l'importance du contexte de visite aux archives et celle des lieux de conservation, qui ne soulèvent pas seulement des questions subalternes, mais aussi de vraies interrogations qui portent sur la sauvegarde d'un patrimoine qui semble à première vue insolite dans le cas d'une pratique littéraire. Cette question s'avère d'autant plus problématique que l'usage de documents iconographiques par les écrivains ne laisse pas nécessairement de traces matérielles de leur rapport aux images. En effet, comme l'a montré Laurence Campa à propos d'Apollinaire lors de cette première journée de janvier, certains auteurs connus pour leur amour des images n'ont pas pour autant possédé d'iconothèque matérielle.
Voici donc à grands traits les questions principales qui gouvernent ce cycle de 3 journées. Et maintenant, on va dire quelques mots plus spécifiquement sur la période dont il va être question, ce XXe siècle réduit. Je suis désolée pour ces citations coupées, comme on veut à la fois retransmettre voilà, le document en direct, il est tronqué sur le haut. Donc le début du XXe siècle semble accélérer un mouvement amorcé dans la deuxième moitié du XIXe siècle, période qui voit se mettre en place une véritable iconosphère, un ensemble d'images qui circulent, si l'on admet, donc avec Philippe Hamon, que l'image devient visible, qu'elle n'est plus rare, qu'elle n'est plus chère, qu'elle n'est plus réservée aux collections de princes, qu'elle n'est plus difficile d'accès, qu'elle envahit la rue, les vitrines, l'espace public et l'espace privé par les bibelots kitsch des petits bourgeois. Dans la période suivante, avec la montée des avant-gardes, le XXe siècle a été une période particulièrement propice à la prolifération d'ensembles iconographiques privés, petits musées ou archives personnelles, faits d'œuvres originales, mais surtout d'images reproduites. De façon explicite ou non, ces iconothèques nourrissent les imaginaires des auteurs. Offertes, échangées, conservées, détournées, ces images constituent aussi, en tant qu'objet matériel, le pivot des sociabilités littéraires, comme l'ont bien montré en janvier Laurence Brognier, au sujet de la fin du XIXe siècle, de la période symboliste, ou Laurence Campa, au sujet de la Belle Époque, avec l'exemple d'Apollinaire. Selon leur mode de présentation, elles participent également parfois de la construction de postures des auteurs, certains se mettant volontiers en scène, en compagnie d'images dont ils sont entrés en possession, d'autres, au contraire, les gardant secrètes. Les iconothèques vont ainsi de pair avec l'essor de la médiatisation de la figure de l'écrivain et des réticences qu'elle suscite. La spécificité de la période qui nous occupe aujourd'hui, à regarder le programme en tout cas, c'est le pullulement de pratiques liées à la manipulation d'images, qu'il s'agisse de pratiques professionnelles, à l'instar de Nicolas Bouvier, dont va traiter Olivier Dubon dans un instant, mais également de pratiques non, ou plutôt anti-institutionnelles, d'iconothèques paradoxales en quelque sorte. On pense au braquage de banques d'images, évoqué par le titre de Frédéric Acquaviva, et aux pratiques iconoclastes qui ont caractérisé les activités de nombreux courants d'avant-garde, tels que le surréalisme dont Philippe de Wolf et Gwendoline Morand de Brenne vont analyser des exemples belges, et Michel Murat, Luc Vigier et Martine Créac, des exemples de la sphère française. Contrairement au premier volet de ces rencontres, qui, nous l'avons dit, portaient sur à la fois les écrivains et les artistes, outre les exemples qu'on a déjà évoqués, il a été question de Constable, qui était traité par Pierre Ratt, de Cornell par François-René Martin et Sylvie Ramon. Nous nous concentrerons aujourd'hui et demain plus spécifiquement sur les écrivains, qui ont toutefois dans de nombreux cas eu une activité plastique, parfois à titre entier, à l'instar de Tristan d'Autremont, dont parlera Yves Chèvrefils-Desbioles cet après-midi, ou Isidore Ilzou, sur lequel on aura 2 communications ce matin, dont les braquages créatifs ainsi que ceux de Gilles Wallman seront abordés par Frédéric Acquaviva et dont Fabrice Flaitez explorera le rapport à Matisse, Cocteau ou Van Gogh. La question de la manipulation des images, et en particulier des iconothèques, se pose naturellement de façon particulièrement pertinente pour des auteurs polymédiatiques, qui ont des pratiques artistiques sur d'autres médias que le texte, comme Jean Cocteau, dont parlera demain Serge Linares, ou bien d'autres. Cet angle a aussi été retenu pour la partie contemporaine, au printemps prochain, où il sera beaucoup question d'œuvres hybrides, multisupports ou de pratiques parallèles. Autrement dit, l'approche strictement comparative du premier volet, qui aurait dû, rappelons-le, étendre le terrain d'étude aux iconothèques des historiens de l'art, se justifiait amplement pour une période où les choses étaient peut-être plus compartimentées, mais nous a semblé moins pertinente pour traiter de la suite. Il n'y aura donc pas d'artistes au sens strict, mais des artistes écrivains ou des écrivains artistes. Dans ce second volet, nous avons également fait le choix de consacrer une section à la production belge, donc nous l'avons mentionné, parfois méconnue, notamment en raison de son statut périphérique vis-à-vis de l'activité en France, mais tout à fait passionnante à l'égard des relations texte-image, entre autres grâce aux sociabilités et collaborations qui ont forgé une part des manifestations artistiques et littéraires. Philippe de Wolf se penchera dans ce cadre sur André Balthazar et son rôle au Délibule, et Gwendoline Morand de Brenne traitera du poète ennuyé Achille Chavet de son rôle d'animateur d'art. Autre spécificité de ce volet, nous avons souhaité solliciter le regard d'une autrice contemporaine sur la période en la personne de Muriel Dick, spécialiste de Zébal, de Michaud, invitée pour nous parler aujourd'hui de ses liens dans son travail créatif avec ce type de pratique. C'est elle qu'il nous faut d'ailleurs remercier pour le visuel de l'affiche qui est tiré de ces désordres de la bibliothèque dont nous reparlerons cet après-midi. C'est en effet que malgré la construction chronologique assez classique de ce cycle en 3 périodes, en 3 volets, nous voudrions mettre en avant les croisements entre les époques. Les iconothèques de nos contemporains et contemporaines ne sont en effet pas forcément des iconothèques contemporaines. Hélène Delprat, par exemple, l'artiste visuelle bien vivante,
a par exemple beaucoup travaillé à partir d'une iconothèque classique remarquable, les albums Massier de la Bibliothèque des Arts Décoratifs, qui ne comportent pas moins d'1 million d'images en 5000 volumes. Et Muriel Pic, qui est donc ici, a souvent utilisé dans son travail créatif les images des années 30 et des années 40. Elle écrit même « La création archivistique est aussi une nouvelle forme du traditionnel dialogue des morts, incitant même les modernes et les anciens à s'accoupler dans le récent numéro de critique qu'elle a dirigé, qui s'appelle donc Faire collègue. » Le programme a été conçu selon ces grandes lignes, adapté aux contraintes des uns et des autres, nombreuses en cette semaine de rentrée universitaire pour beaucoup. Et nous commencerons avec 2 figures qui nous ont semblé majeures, voire incontournables pour traiter de la question d'iconothèque, à savoir Nicolas Bouvier et Louis Aragon. Puis le cas d'Isou fera l'objet de 2 communications en dialogue, et nous prendrons le repas donc ici à la Maison de la Francité. Cet après-midi sera centré sur la Belgique, puis sur 2 retours d'expérience, la recréation de l'iconothèque péréquienne à travers les images dissimulées dans la vie mode d'emploi par Alain Corcos, et un entretien avec Muriel Pic, mené par Corentin Laoust et Anne Reverso sur la pratique poétique du montage. L'échange se prolongera autour d'un apéritif littéraire en remplacement du dîner littéraire, qui est un rendez-vous traditionnel du mercredi soir pour le lieu qui nous accueille, mais qui malheureusement ne pouvait pas avoir lieu en raison de la situation sanitaire. On ira donc manger au restaurant, voilà, après l'apéritif littéraire. Et demain, nous aurons seulement 3 interventions matinée en raison d'un empêchement pour Patricia Sustrac. Et ces interventions se feront autour du surréalisme français et de ses sympathisants, avant de partager un repas midi, ici même, donc en guise de revoir. Pour cette dernière demi-journée, Anne mettra aussi à notre disposition une petite partie de son iconothèque personnelle pour que nous puissions nous confectionner un souvenir de colloque. Pour le moment, et un peu plus sérieusement, nous commencerons avec une première session dirigée par Jessica Desclos, à qui je cède désormais la parole.